Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui je vais vous présenter une variante d'une tenue que je vous ai déjà présentée précédemment. Il s'agit de la tenue M35 et cette fois-ci version automne. Je vous présenterai d'autres configurations de ce style là dans le futur. Ainsi je vous invite d'abord à découvrir la première vidéo que vous pourrez retrouver en cliquant ici, histoire d'avoir un petit peu le contexte, et puis mais surtout n'ayez pas peur. À la fin de cette vidéo là, vous aurez le lien pour revenir sur celle-ci. Avant toute chose, il faut savoir que cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à vous constituer votre tenue. C'est une invitation pour que vous alliez chercher par vous-même, que ce soit dans les livres, sur internet ou dans les magazines, afin que vous puissiez constituer votre tenue. Après, si vous avez des remarques à faire sur tel ou tel équipement que j'ai, à ce moment-là, en fait, vous en savez sûrement plus que moi. Puisque je ne suis pas spécialisé dans une tenue, j'en ai plein, donc je ne peux pas être spécialisé, je ne peux pas tout savoir sur une tenue. Je fais mon maximum, mais des fois c'est pas suffisant. Je ne vous présenterai que ce que je porte sur moi, ceci afin de vous éviter une vidéo qui durera 2 heures. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la kit list dans la description avec le timing pour aller directement sur la vidéo. La première grosse bataille automnale puis hivernale ayant eu lieu après l'opération Barbarossa déclenchée le 22 juin 1941 par l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie était la bataille de Moscou. Tout au long de la Blitzkrieg, les soviétiques se sont fait malmener, ils ont perdu coup sur coup toutes les batailles et la plus grosse perte fut celle de Smolensk, considérée comme étant la clé de Moscou. La résistance soviétique retarde considérablement les Allemands quand même à Smolensk et la fin de la bataille a eu lieu le 10 septembre 1941. Le 19 septembre, Kiev est perdu et la bataille de Moscou peut ainsi commencer. L'opération Typhon est alors lancée le 2 octobre 1941. Du côté allemand, on a 1 million de soldats, 1700 chars, 14 000 canons et 549 avions. Au début de la bataille en tout cas. De l'autre côté, nous avons 1 250 000 soviétiques, 1000 chars, 7600 canons et 545 avions. Une fois l'offensive débutée, les Allemands remportent encore une fois coup sur coup toutes les victoires. Ils attaquent par petits bouts pour encercler des poches de résistance, mais là où les Allemands s'attendaient à ce que les Soviétiques se rendent, ils ont été vite déçus parce que même encerclés, les Soviétiques continuaient à se battre. Ceci pour gagner du temps, encore et toujours. Donc ils ont perdu des milliers d'hommes avec une résistance héroïque puisque c'était pour la mère patrie, pour la capitale. Moscou tombait, l'Union soviétique tombait, c'était le deal. Le 7 octobre 1941, la Rasputitsa commence, c'est-à-dire la neige commence à tomber, puis fond, puis transforme le sol en boue, ce qui ralentit considérablement l'avance des blindés allemands. Le 13 octobre, Staline ordonne l'évacuation du Parti communiste et de son quartier général vers Kuibychev, ce qui provoque une certaine panique dans la ville. Il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus de gouvernement, que va devenir la ville? C'est légitime comme question. Cependant, Staline décide de rester, ce qui a eu un gros coup au moral des troupes qui ont continué à se battre pour lui. Malgré de nombreuses victoires allemandes, Guderian doit stopper le 29 octobre après avoir atteint les faubourgs de Moscou à cause du mauvais temps, des problèmes d'approvisionnement et des routes et des ponts qui étaient endommagés, qui ralentissaient donc considérablement l'avancée allemande. Après 2 semaines de petits accrochages, l'offensive finale est donnée le 15 novembre 1941 et les Allemands réussissent à percer jusqu'à moins de 24 km de Moscou. Et ce qui fait que le Kremlin pouvait être visible à l'œil nu, mais certains régiments n'avaient plus que des centaines de soldats et étaient commandés que par des lieutenants. Autre problème majeur, le général Hiver, qui suit la générale Boux, dont je parlais tout à l'heure, arrive en avance sur le calendrier. Le 23 novembre, la température descend jusqu'à moins 30 degrés et pouvait parfois atteindre moins 50 degrés, ce qui entraîne la paralysie totale de l'armée allemande. Le 5 décembre, l'offensive est stoppée. Staline en profite donc pour lancer des contre-attaques un petit peu partout sur le front pour repousser les Allemands et il réussit à le faire. Moscou ne sera sécurisé qu'en octobre 1943 lorsque Smolensk sera reprise. La bataille aura coûté la vie à plus de 800 000 soviétiques et à presque 300 000 soldats allemands. Même si c'était un revers pour Hitler et une première défaite, l'armée allemande a survécu à l'hiver et c'était là l'objectif de Hitler. L'uniforme M35 est représentatif du début de la guerre. La vareuse M35 comportait des insignes de colle particulièrement voyants, ce qui pouvait donc servir de cible aux tireurs de l'élite adverse.
Ainsi en 1941, la vareuse M41 commence à la remplacer, et ceci au fur et à mesure de l'avancée de la guerre et des livraisons sur le front. Grosse différence notable, la couleur des pattes de colle qui deviennent vertes. Les bottes en cuir M38 étaient très répandues dans l'armée soviétique. La semelle était en caoutchouc, permettant ainsi d'éviter que le froid ne remonte trop vite dans les pieds, contrairement aux bottes allemandes qui étaient cloutées. Il s'agit ici de bottes NVA d'après-guerre, car faciles à trouver pour un prix attractif. Seule la forme de la semelle diffère, les originales ayant des petits étangs moulés dans le caoutchouc. Le pantalon est un pantalon M35 doté d'un léger renfort au genou et d'une coupe qui pourrait faire penser à un pantalon spécifique pour les officiers. Mais il s'agit bien du pantalon de la troupe. Un lacet au mollet permet de maintenir le pantalon correctement dans les bottes, ainsi il est possible de bouger sans devoir remettre le pantalon dans les bottes tous les 5 km. La chemise réglementaire du début de la guerre, la Gimnastiolka M1935, est réalisée en coton couleur brun et comporte des insignes de colle représentant les grades et l'armée du soldat. Elle dispose de 2 poches sur la poitrine, de quoi stocker vos papiers d'identité, votre portefeuille et vos billets. Les boutons peuvent être de plusieurs modèles et de plusieurs couleurs. Réalisé en laine, le manteau M1935, ici le modèle pour la troupe et sous-officier, était l'équipement chaud de référence. Il est doté d'une martingale à l'arrière et dispose lui aussi de pattes de colle de la même couleur que la Gimnastiolka. De la même manière, il a existé des manteaux M1941 avec des pattes de colle vertes. Il se ferme par des crochets à enfiler dans des petits anneaux, ceci afin de pouvoir le mettre et l'enlever sans problème malgré le port des gants plus ou moins épais. Il sera ainsi facile de s'en séparer si le soldat venait à tomber dans l'eau, son poids ainsi que tout l'équipement pouvant le faire couler très rapidement. Vous pouvez voir ici le détail des crochets qui sont au nombre de 4. Les pattes de colle sont à mettre en forme et à coudre à la main avec les insignes déjà installés dessus. Autrement dit, j'ai mis du temps à mettre en place ces pattes de colle, la laine étant très épaisse. Il s'agit d'un manteau de fabrication actuelle, réalisé sur mesure, avec les mêmes techniques et composants qu'à l'époque. 2 poches sont situées sur le côté et sont très profondes, suffisamment pour pouvoir garder la chaleur de ses mains en l'absence de gants. Le grade que je représente est Senior Sergeant, autrement dit sergent-chef. Le casque SSH-40 pour Stahlschirm Sorok est apparu massivement en 1942, mais fut fabriqué en petite quantité dès 1940. Il était donc peu courant d'en voir en 1941, mais il n'était pas impossible d'en trouver. Il fut fabriqué jusque dans les années 60, il est donc aisé d'en trouver d'après-guerre pour un prix dérisoire ou de trouver des copies. Vous pouvez constater que le casque tient très bien sur la tête, ceci à l'aide de la jugulaire en toile qui servait à compresser le casque sur le crâne. Contrairement aux casques allemands et US, équipés d'un serre-tête, le casque SSH-40 reste très rustique. 3 bouts de mousse enveloppés dans de la toile cirée, le tout maintenu par une ficelle. On pourra éventuellement peindre une étoile rouge sur l'avant, au risque de servir de cible aux tireurs d'élite allemands. Utilisé par les hommes de troupe et sous-officiers, le ceinturon en cuir brun était destiné à recevoir tous les équipements nécessaires à la vie du soldat. S'il avait trop de poids à supporter, il était possible de lui rajouter des bretelles en toile beige. Il pouvait aussi se porter par-dessus la Gimnastiolka, tout comme au-dessus du manteau. Évitez cependant de le porter sous un vêtement, il était fait pour être la dernière couche de votre tenue. Les cartouchières en cuir modèle M37 pouvaient contenir 8 lames chargeurs de 5 cartouches, soit 40 cartouches de Mosin Nagant. À côté, nous découvrons un bidon en alu rangé dans son étui, doté d'un passant pour le ceinturon modèle M38. Puis le sac à pain modèle 1941 sera accroché au ceinturon au moyen de passants. Il permettra de contenir tout ce qu'il faut pour manger pour 1 ou 2 repas. Le holster en cuir présenté ici est spécialement conçu pour le TT33. Il peut également contenir un chargeur supplémentaire et une baguette de nettoyage que je n'ai pas mise. Le TT33 accroché au bout du dragon en cuir est un modèle airsoft de la marque SRC. Le vrai pistolet pouvait contenir 8 cartouches de 7,62, des cartouches assez proches du C96, très populaires en URSS à cette époque. Il existe plusieurs modèles de cartouchières en cuir, celles-ci étant les plus chères à trouver, mais elles étaient aussi les plus répandues car disposaient d'un anneau sur le dessus pour y accrocher le sac à dos modèle 39 ou 41. Vous pouvez ici voir une cartouche de 7,62 de Mosin Nagant neutralisée, à mettre sur une lame chargeur avec 4 autres cartouches. En dessous de la cartouchière en cuir, nous avons une nouvelle en toile, fermée par un bouton verrouillé par une ficelle. A l'intérieur, nous y trouvons une grenade F1, grenade à main à fragmentation. Bien sûr, il existe d'autres types de grenades et de pochettes pour les transporter. Appelé Mieszok en VO, la version française donne sac d'assaut modèle 1930. Il contient les affaires de toilette, des chaussettes de rechange, une gamelle dans sa housse ainsi qu'une ration de combat. Particularité de ce sac, il se ferme grâce aux bretelles nouées autour du sommet.
Il peut s'accrocher sur l'avant pour éviter qu'il ne vous embête lorsque vous courez ou lorsque vous vous baissez. Très couramment utilisé, et pas seulement par les soviétiques, le quart en émail était très robuste, donc pouvait être transporté aisément, soit dans le sac à dos ou sac d'assaut, soit accroché au breulage pour qu'il soit facilement accessible. Très semblable au modèle allemand, la gamelle modèle 1936 était transportée dans une housse, optionnelle vu que transportée dans le sac d'assaut. Elle est composée de 2 éléments. Il s'agit ici d'une gamelle après-guerre, type pacte de Varsovie, mais elle fera tout à fait l'affaire, car seule la couleur, qui était un petit peu plus vert olive, diffère. Les marquages seront naturellement différents. La plage palatka désigne la demi-toile de tente que vous voyez enroulée en bandoulière. En plus de servir à monter une tente, elle pourra également vous servir de poncho, une ficelle étant logée sur un coin qui servira de capuche. Cette toile est également dotée de fermetures en bois afin d'en assembler plusieurs pour constituer une tente ou de fermer le poncho. Il y a une manière bien précise de rouler une plage palatka, je pourrais vous en faire une vidéo si vous m'en faites la demande dans les commentaires. Ce sera d'ailleurs l'occasion de mieux rouler celle-ci, qui est trop volumineuse, le pliage ayant été réalisé il y a un bon moment. Une sangle classique viendra relier les 2 extrémités. Fusil réglementaire de l'armée soviétique depuis le début du siècle, le fusil Mosin Nagant 1891 a subi une amélioration en 1930, d'où le nom 1891-30. Chambré en 7,62 par 54, il a un magasin de 5 cartouches, d'où les lames chargeurs de 5 balles évoquées précédemment. Il s'agit ici d'un Mosin Nagant neutralisé, acheté dans un magasin français. Il est possible d'y fixer une baïonnette sur les fusils en état de fonctionnement qu'il sera possible d'acheter grâce à la possession d'une licence de tir. Vous pourrez retrouver le lien de la présentation de différentes répliques d'Airsoft de Mosin Nagant dans la description de cette vidéo. Accessoire encombrant mais toujours symbolique, le drapeau de l'Union soviétique n'est absolument pas tabou et facile à trouver en reproduction. Je l'ai ici monté sur un long manche à balai grâce à des crochets fixés sur le manche. Bien sûr, ce drapeau n'a pas sa place dans un musée, il est beau de loin, mais loin d'être beau car pas cher du tout. Voici donc la vue d'ensemble de soldats soviétiques équipés pour l'automne et prêts à défendre Moscou, afin de repousser les Allemands jusqu'à l'hiver et ainsi profiter des conditions extrêmes pour les repousser. Les sous-officiers choisissaient souvent les PPSH, mais il n'était absolument pas impossible d'en voir avec des fusils plus précis sur de longues distances et moins gourmands en cartouches. Il s'agit ici d'une configuration de tenue spécialement faite pour des combats qui pouvaient durer plusieurs jours, de nombreux équipements de vie et d'hygiène ayant été emportés avec le soldat. Commençons tout d'abord par le pantalon M35, ici de fabrication chinoise, donc de qualité moyenne. Il est équipé de renforts sur les genoux, de boutons et d'un crochet pour fermer le pantalon, et a des lacets pour maintenir facilement le bas des manches dans les bottes. Les bottes en cuir M38 étaient faciles à enfiler et assez confortables à porter lorsqu'elles sont à la bonne taille. Elles permettaient de traverser des milieux humides sans trop de problèmes, contrairement aux brodkas avec bande moltière. Attention cependant à la boue. La semelle est en caoutchouc, mais le schéma de la semelle est différent, celle-ci étant d'Allemagne de l'Est. En effet, les semelles en caoutchouc de l'époque comportaient des petits points. Les bottes post-war sont faciles à trouver pour des prix très intéressants, d'où le choix que j'ai fait. La Gimnastiolka M35 était la chemise réglementaire soviétique entre 1935 et 1941. Elle est dotée de 2 poches à la poitrine et des pattes de colle permettant l'identification de l'arme et le grade du soldat. Ce modèle était spécialement conçu pour les hommes du rang et les sous-officiers. On retrouve ici le grade de Senior Sergeant ou Sergent-chef. Le manteau M35 présenté ici était également destiné aux hommes du rang et aux sous-officiers. Réalisé en laine avec une doublure en coton, 2 poches sont sur le côté et sont très profondes. On retrouve les mêmes grades que sur la Gimnastiolka, mais les insignes sont agencés différemment sur les pattes de colle. Le manteau se ferme à l'aide de crochets à passer dans des anneaux, ceci afin de pouvoir manipuler rapidement et facilement le manteau, même avec des gants, ce qui n'aurait pas été possible avec des boutons. On notera que les anneaux sont renforcés avec une épaisseur de laine en plus, ceci afin de subir d'éventuelles contraintes. Le casque SSH-40 est apparu dès la bataille de Moscou, mais a été fabriqué en très grande quantité à partir de 1942. Il est composé d'une coque en acier, complétée par 3 morceaux de mousse insérés dans de la toile cirée. Une jugulaire en toile couleur sable vient compléter le tout. Ce casque est un modèle après-guerre et j'ai coupé l'extrémité de la jugulaire, qui a une fin en acier à l'origine, suivant les conseils d'une connaissance que j'ai eue à l'époque où j'ai acheté le casque. J'ignore si c'est une bonne idée ou pas, mais j'ai perdu l'aspect pratique à force de m'en servir, l'usure se faisant sentir sur cette extrémité de jugulaire. Voici le breulage que porte notre soldat soviétique par-dessus le manteau M35. Il s'agit ici d'une version légère pour que le soldat puisse tenir 1 ou 2 jours sans ravitaillement externe.
Une première cartouchière M37 pour Mosin Nagant, remplie de 20 cartouches, puis l'étui de gourde M38, muni d'un crochet et d'un passant, contenant un bidon d'aluminium. Le sac à pain M41 viendra contenir le matériel pour manger, ainsi que des vivres pour tenir jusqu'au lendemain. Le tout est monté sur un ceinturon en cuir brun. Étant sous-officier, je peux porter un pistolet, d'où le holster, et le TT33 contenu dedans avec un chargeur supplémentaire. Une cartouchière supplémentaire en toile viendra se placer sous la deuxième cartouchière M37 en cuir. La cartouchière en toile pourra contenir une grenade F1, et la cartouchière en cuir contiendra des cartouches de 7,62 par 54. En voici 2 neutralisées. Il sera possible d'ajouter des bretelles en toile si jamais le ceinturon devenait trop lourd, notamment à cause des vivres du sac à pain et du poids des cartouches. Le sac d'assaut modèle 1930 était destiné à être fabriqué en très grande quantité sans être onéreux. C'est pour cela qu'il paraît très simple dans sa conception, ce qui ne le rend pas forcément pratique d'utilisation. Il contiendra la gamelle, les chaussettes de rechange, les affaires de toilette ainsi que des vivres supplémentaires. Il se verrouille au sommet par les bretelles du sac. Dans ce sac d'assaut, nous pourrons également ajouter, en plus de la gamelle M36, qui est ici un modèle d'après-guerre, similaire au modèle seconde guerre, un quart en émail ou en aluminium. Ceci afin de pouvoir consommer de la boisson sans la gourde, que ce soit de l'eau, du thé ou de l'alcool. La plage Palatka est la demi-toile de tente que les soldats avaient en dotation. Ainsi, pour faire une tente complète, il fallait être 2. Et encore, elle formait un tunnel, la toile étant carrée. Elle pouvait également servir de poncho et de se plier d'une certaine manière lorsqu'il s'agit de la transporter en bandoulière. A noter que la mienne est mal pliée, je vous montrerai sûrement un jour comment procéder exactement. Le fusil réglementaire de l'armée soviétique est le Mosin Nagant M1191-30. En fond, le drapeau de l'URSS vous rappellera pour quel camp vous vous battez lorsqu'il s'agira de charger face aux mitrailleuses. Il s'agit ici d'un simple manche à balai avec 2 crochets pour y fixer un drapeau, copie bon marché en toile très légère. Les vrais drapeaux étaient naturellement de bien meilleure facture que celui-ci. Attention à prononcer Mosin et non Mosin. Ce fusil est chambré en 7,62 et a subi une évolution en 1930, d'où son nom 1891-30. Je vous invite à suivre le lien de la description afin de retrouver la série de vidéos où je traite le sujet. Il a un magasin interne de 5 cartouches et était le concurrent direct du Mauser 98K. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! Allez camarades, on les aura. Allez, Zaradinu, Zastalina, oula.